Mon père m'a dit, ne perds pas ton temps avec les vétérans de la rue. Ce matin, en route pour rencontrer mon beau-père millionnaire, j'ai donné mon déjeuner à un SDF. En entrant dans le manoir, l'homme était assis en bout de table. Mon père avait l'habitude de dire, ne perds pas ton temps avec les vétérans de la rue. Ils ont fait leur lit, qu'ils s'y couchent. Ces mots résonnaient dans ma tête ce matin-là, le matin qui allait tout changer. Je ne l'avais pas contredit à l'époque. J'avais simplement hoché la tête, comme le fait une fille à qui l'on a appris que l'obéissance est une forme d'amour. Mais ce jour-là, en route pour rencontrer le père de mon fiancé, le milliardaire notoirement difficile Arthur Lefebvre, j'ai enfreint cette règle. Et j'ignorais qu'un petit acte de défi allait bouleverser toute ma vie. Tout a commencé comme n'importe quel autre matin d'octobre. L'air pur, une lumière dorée, le genre de temps qui vous fait sentir que tout est possible. Je venais de rentrer d'un programme de 6 mois de service communautaire des troupes de marine en Provence. J'étais fier de mon service, fier de ce que j'avais fait pour le programme de réintégration des vétérans, mais mon père, Guillaume Dubois, n'y a jamais vu de valeur. Il disait des choses comme « Tu gâches ton diplôme, Chloé. Tu devrais être dans la finance, pas en train de distribuer des couvertures. » Ce n'était pas un homme mauvais. C'était juste un homme qui mesurait la valeur à la hauteur de votre ascension, pas au nombre de personnes que vous aviez aidées en chemin. Et maintenant, j'étais censé rencontrer un autre homme exactement comme lui. Arthur Lefebvre. Le nom seul avait du poids. Il faisait partie de ces magnats français de la vieille garde, un homme qui avait bâti un empire sur l'acier, le pétrole et la réputation. Et depuis une décennie, il vivait comme un fantôme dans son domaine de la vallée de la Loire. Il ne donnait pas d'interviews, n'organisait pas d'événements. Il était connu pour être excentrique. Mais David, mon fiancé, avait un autre mot pour cela. Terrifiant. Ce n'est pas juste un dîner, m'avait prévenu David la veille. C'est un test. Mon père juge les gens en quelques minutes. Ne mentionne pas les troupes de marine. Ne parle pas de charité. Il pense que la compassion est une faiblesse. J'ai essayé d'en rire, mais à l'intérieur, je me sentais comme une recrue se présentant à l'inspection. J'ai repassé ma robe 2 fois. Celle que David avait choisie, une fourreau de soie bleu marine qui épousait les bonnes formes. Puissante mais douce, avait-il dit. Puis il m'a tendu une écharpe, en cachemire couleur crème, douce comme un nuage. Ça a coûté 700 €, a-t-il chuchoté, comme si ce prix seul pouvait acheter son approbation. Tu es parfaite, a-t-il dit. Mais il y avait de la peur dans ses yeux. Quoi que tu fasses, ne sois pas en retard. Il croit que la ponctualité est la mesure de l'esprit d'une personne. La matinée s'est d'abord bien déroulée. J'ai pris le premier train vers le nord, répétant des réponses polies dans ma tête. Art, voyage, économie, pas de politique, pas de vétérans, pas d'émotion. Plus je me rapprochais du château Lefebvre, plus l'atmosphère devenait suffocante. Le monde à l'extérieur de la fenêtre du train est passé des trottoirs fissurés et des bistrots de quartier à des allées de marbre et des haies silencieuses assez hautes pour masquer le ciel. Lorsque le train est entré dans la petite gare de carte postale, mes nerfs étaient déjà à vif. David était parti la veille, donc il n'y avait que moi, mon sac fourre-tout, mon écharpe et la pression écrasante d'être acceptable. Le plan était simple. Taxi jusqu'au domaine, arriver avec 5 minutes d'avance, charmer le fantôme. Mais la vie ne respecte pas les plans. La station de taxi était vide. Le seul son était le lent murmure du vent dans les arbres. Le domaine était à moins d'1,5 km. J'ai décidé de marcher. Je me suis dit que cela calmerait mes nerfs, stabiliserait mon rythme cardiaque. C'était une marche tranquille, étrangement silencieuse. Chaque maison semblait sortie d'un magazine de luxe. Chaque pelouse semblait avoir son propre jardinier. Et au milieu de toute cette perfection, j'ai vu quelque chose qui n'avait pas sa place. Un homme. Il était assis seul sur un banc, les épaules voûtées, les vêtements en lambeaux, les mains tremblant contre le froid d'octobre. Ses cheveux gris étaient emmêlés, ses bottes déchirées. Mais ce qui m'a arrêté, ce n'était pas son apparence. C'était le petit éclat mat d'une plaque d'identité militaire suspendue à son cou. Un soldat des troupes de marine. J'ai figé un instant. J'ai de nouveau entendu la voix de mon père. Sèche, dédaigneuse. Ne perds pas ton temps avec les vétérans de la rue. Puis j'ai entendu une autre voix, celle de mon grand-père décédé, un ancien combattant de la guerre d'Algérie qui me disait,
un soldat de marine n'abandonne jamais un autre soldat de marine, même en temps de paix. Je suis resté là, déchiré entre deux mondes, entre les valeurs qu'on m'avait enseignées et celles que j'avais vécues. Le sandwich de mon déjeuner, soigneusement emballé dans du papier aluminium, était toujours dans mon sac. J'ai regardé le visage de l'homme, pâle, tiré, tranquillement résigné, et j'ai fait mon choix. Je me suis approché. « Excusez-moi, monsieur », ai-je dit doucement. « Ça va ?» Il a levé les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant, clair, stable et plein d'une intelligence tranquille. « Juste froid, madame », a-t-il dit. On dirait que j'ai manqué la soupe populaire aujourd'hui. Sans réfléchir, j'ai sorti mon sandwich. C'est jambon et mental, ai-je dit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour vous. Il l'a pris lentement, ses mains tremblantes. Merci, a-t-il dit, sa voix rauque mais gentille. Puis je l'ai vu frissonner à nouveau, et avant que la logique ne puisse m'arrêter, j'ai déroulé la coûteuse écharpe de mon cou et les drapé sur ses épaules. Il a baissé les yeux sur le tissu doux, puis les a relevés vers moi. Vous êtes sûr? Oui, ai-je dit avec un sourire. Vous en avez plus besoin que moi. Il a hoché la tête, ses yeux brillant légèrement d'émotion. Vous êtes quelqu'un de bien, a-t-il murmuré. Puis, presque dans un souffle, il a dit, toujours fidèle, jeune femme. Ces deux mots m'ont frappé comme une prière. Alors que je m'éloignais en hâte, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 17h12, j'avais 17 minutes de retard. Les mots de David ont résonné comme des coups de feu. Il croit que le retard est le signe d'un esprit désordonné. J'ai commencé à courir, le cœur battant, mes chaussures claquant contre l'impeccable chemin pavé. Au moment où j'ai atteint le grand portail en fer forgé, mes cheveux étaient en désordre, mes joues rouges et mes poumons en feu. L'interphone du portail a sonné. Une voix froide a répondu, Mademoiselle Dubois. Oui, ai-je haleté. Je viens voir Monsieur Lefebvre. Il y a eu un long silence, assez long pour que je regrette chaque décision que j'avais jamais prise. Puis les portes se sont ouvertes en grinçant. J'ai redressé ma robe, essuyé mes paumes et essayé de calmer ma respiration. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que personne ne remarquerait une écharpe manquante ou quelques minutes de perdu. Mais alors que les immenses portes d'entrée se profilaient devant moi, je ne pouvais me défaire du sentiment que ma vie venait de changer tranquillement de direction, comme une boussole trouvant le nord véritable. J'avais enfreint la règle. J'avais choisi la compassion plutôt que le contrôle. Et quelque part au fond de moi, je savais que je le referais. David attendait en haut des marches du manoir quand je suis finalement arrivé. De loin, il avait l'air calme. Costume impeccable, posture parfaite, cette sérénité sans effort qu'il portait comme une armure. Mais en me rapprochant, je l'ai vu, la panique derrière ses yeux. Il a vérifié sa montre, puis son téléphone, puis moi, la mâchoire serrée. Chloé, a-t-il sifflé entre ses dents. Où étais-tu? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle. Je suis désolé, ai-je dit rapidement. Il y avait 7 hommes devant la gare. Il avait l'air d'avoir froid, faim. Tu as 17 minutes de retard, m'a-t-il coupé, la voix tremblante de fureur. 17? Sais-tu ce que cela signifie pour lui? J'ai cligné des yeux. Pour qui? Mon père, a-t-il lâché. Arthur Lefebvre. Il est obsédé par la ponctualité. Il pense que le retard montre un manque de discipline. Autant entrer avec une pancarte disant l'inapte pour cette famille. J'ai essayé d'expliquer. C'était un vétéran, David, un soldat des troupes de marine. Je crois. Les yeux de David se sont écarquillés d'incrédulité. Chloé, tu t'es arrêtée pour un sans-abri en allant rencontrer mon père. Son ton est passé de la colère à l'horreur. Tu réalises l'image que ça donne, n'est-ce pas? Tu es sur le point de rencontrer un homme qui possède la moitié de la côte, et tu as pensé que c'était le moment de faire la charité. Je ne pensais pas à l'image, ai-je dit doucement. Je pensais à faire ce qui était juste. Ce qui est juste, a-t-il craché. Ce qui est juste, c'est d'arriver à l'heure, habillé correctement, prêt à impressionner l'homme qui tient notre avenir entre ses mains. Mes joues ont brûlé, non pas de honte, mais de la prise de conscience qu'il pensait chaque mot. Puis son regard est tombé sur mon cou. Où est l'écharpe, a-t-il exigé. Je me suis figé. Celle en cachemire que je t'ai offerte. Où est-elle? Je la lui ai donnée, ai-je dit doucement.
Il gelait, David. Pendant une seconde, il m'a juste regardé comme s'il ne pouvait pas comprendre les mots. Puis il a ri, un rire court, nerveux, brisé. Tu as donné une écharpe à 700 € à un clochard. Ne l'appelle pas comme ça, ai-je dit. Il a passé ses 2 mains dans ses cheveux. Incroyable. C'est un désastre, David. Non, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est une question d'argent, de charité ou de gentillesse. Ce n'est pas ça. C'est une question de contrôle. Mon père juge tout. La façon dont tu t'habilles, dont tu parles, dont tu marches. Un seul faux pas et il décidera que tu ne vaux pas mon temps. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre. Alors peut-être, ai-je dit lentement, que ton père n'est pas le genre d'homme que j'ai besoin d'impressionner. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ne dis pas ça, Chloé. S'il te plaît, pas ici. Pas maintenant. Le majordome est apparu à la porte à ce moment-là, grand et décharné comme une ombre. Sa voix était mesurée, précise et totalement indifférente. Monsieur Lefebvre va vous recevoir maintenant. À l'intérieur, la maison ressemblait à un musée, froide, silencieuse, immaculée. Les sols en marbre brillaient sous la lumière des lustres. Des portraits à l'huile bordaient les couloirs, des visages d'hommes qui semblaient tous être des variations de la même ambition. Des yeux sévères, des mâchoires carrées, aucun d'eux ne souriant. David marchait devant moi, ses chaussures claquant sèchement contre le sol. Je le suivais, essayant toujours de calmer mon cœur. En marchant, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir encadré, joues rouges, cheveux légèrement ébouriffés, écharpe manquante. Une image parfaite de l'imperfection. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner à l'air libre, retrouver le vétéran et parler à quelqu'un qui voyait vraiment les gens comme des personnes, mais il était trop tard pour ça. Le majordome a ouvert 2 hautes portes en acajou, et la salle à manger s'est déployée devant nous comme une cathédrale de richesse. Une longue table s'étendait sur presque toute la longueur de la pièce, si parfaitement polie qu'elle ressemblait à une eau dormante. À l'extrémité, était assise une seule figure solitaire. David a inspiré brusquement. Le voilà, a-t-il chuchoté. Ne parle que si on te parle. Souris. Sois poli. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se torde. L'homme au bout de la table ne s'est pas levé. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a même pas levé les yeux au début. Il est resté assis là, la tête légèrement baissée, les mains posées sur la table devant lui. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans la courbe de ses épaules, la forme de sa mâchoire, comme un souvenir qui n'avait pas encore refait surface. Puis, alors que nous approchions, il a levé les yeux, et mon monde s'est arrêté. C'était lui, l'homme du banc dans le parc. Les mêmes yeux bleus, le même calme intelligent et tranquille, la même écharpe. Mon écharpe, drapée avec soin sur ses épaules. Mon souffle s'est coupé. Mes genoux ont failli flancher. David n'a rien remarqué. Il était trop occupé à répéter son texte. Père, a-t-il commencé, sa voix un étrange mélange de peur et de fierté. Voici Chloé Dubois. Le regard d'Arthur Lefebvre n'a pas bougé vers son fils. Il est resté sur moi. Ses lèvres se sont courbées presque imperceptiblement en un sourire entendu. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, sa voix basse et mesurée. Nous nous revoyons. David a cligné des yeux. Encore? Que veux-tu dire par encore? Arthur s'est légèrement penché en arrière dans sa chaise. Votre fiancée est gentille. Elle m'a offert son déjeuner aujourd'hui, et son écharpe. Je testais quelque chose. L'humanité. La plupart des gens échouent. Le visage de David est devenu blanc. Tu étais dehors habillé comme. Arthur l'a interrompu d'un petit geste de la main. Les apparences sont trompeuses, mon fils. Tu ferais bien de t'en souvenir. Il s'est tourné vers moi, les yeux maintenant chaleureux. S'il vous plaît, mademoiselle Dubois, asseyez-vous à côté de moi. Vous avez mérité la place d'honneur ce soir. Les mots flottaient dans l'air comme un verdict. David se tenait figé, la bouche ouverte, pendant que je le dépassais, le marbre froid sous mes talons, mon cœur battant d'un mélange de peur et de triomphe silencieux. J'ai pris ma place à côté de l'homme devant qui tout le monde dans ce monde s'inclinait. Et il m'a regardé non pas comme une invitée, non pas comme une intruse, mais comme une égale. Et à cet instant,
j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Le véritable test n'avait pas porté sur le dîner, la richesse ou l'approbation. Il avait porté sur le caractère, et je l'avais réussi des heures auparavant. Le silence qui a suivi était de ceux qui vibrent. On pouvait le sentir dans ses os. David se tenait figé à l'autre bout de la table, pâle et rigide, tandis que son père m'étudiait de ses yeux bleus perçants qui semblaient tout voir. Arthur Lefèvre, le milliardaire reclus, le fantôme de la défense, l'homme qui pouvait faire ou défaire une vie d'un seul coup de fil, était assis à côté de moi, portant mon écharpe. Je ne m'étais jamais senti aussi déplacé et aussi étrangement calme. « Dites-moi » a-t-il dit après un moment, son ton presque conversationnel. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?»« Excusez-moi » ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il a incliné la tête, un léger sourire se formant. « En venant ici, vous vous êtes arrêté pour moi. La plupart des gens ne le font pas. » « Pourquoi ?» Le majordome versait du vin. Le son du liquide remplissant le verre était la seule chose qui bougeait dans la pièce. J'ai dégluti. Parce que vous aviez l'air d'avoir froid et faim. Les yeux d'Arthur se sont adoucis. Oui, mais j'avais aussi l'air pauvre. C'est généralement le détail qui compte le plus. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste hoché la tête faiblement. Le souvenir de ce moment était encore vif. La morsure du froid, ses mains tremblantes, la chaleur de l'écharpe quittant mon cou. Je ne l'ai pas fait pour prouver quelque chose, ai-je finalement dit. Ça me semblait juste mal de passer mon chemin. Arthur a hoché la tête lentement, comme s'il attendait cette réponse. Puis il a tourné son regard vers son fils. Et toi, David, qu'as-tu ressenti quand tu as réalisé que ta fiancée s'était arrêtée pour aider un étranger au lieu d'arriver à l'heure? David a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ressemblait à un écolier pris en train de tricher. A-t-il commencé. J'avais peur de faire mauvaise impression. Sur moi, a dit son père d'un ton plat. Oui, monsieur. Arthur s'est adossé à sa chaise. Donc tu craignais mon jugement, pas le sien. La voix de David s'est légèrement brisée. Je ne voulais pas que tu la penses négligente. L'expression d'Arthur n'a pas changé. Et au lieu de cela, tu as pensé qu'elle était gentille, ce qui, au final, est plus rare que l'intelligence. Le majordome a servi le premier plat, quelque chose d'élégant, présenté comme une pièce de musée. Je l'ai à peine goûté. Arthur a poursuivi la conversation comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Il m'a interrogé sur mon travail avec les troupes de marine, sur mon temps passé à aider les vétérans à passer à la vie civile. Je suis officier des affaires publiques, ai-je expliqué. Mais dernièrement, j'ai travaillé avec des programmes communautaires, aidant les soldats démobilisés à trouver un logement et un emploi. Beaucoup d'entre eux rentrent chez eux sans rien. Certains finissent dans la rue. Arthur a hoché la tête. Donc, vous essayez de leur rendre leur dignité? Je suppose que oui, ai-je dit doucement. Ils l'ont bien mérité. Il l'a dit avec la conviction tranquille de quelqu'un qui avait connu ce champ de bataille, au moins en esprit. J'ai senti David s'agiter à côté de moi, mal à l'aise. Il détestait quand je parlais de ce côté de ma vie. Il disait que cela faisait sentir les gens coupables ou, pire, apitoyés. Mais Arthur n'était pas mal à l'aise. Il écoutait attentivement. Vous savez, a-t-il dit, j'ai servi aussi, il y a longtemps. Dans la marine nationale, pas les troupes de marine. Mais je n'ai jamais oublié ce que signifiait de veiller sur quelqu'un, même quand le monde devenait froid. J'ai cligné des yeux, surprise. Aucun des articles de presse n'avait jamais mentionné cela. C'était peut-être intentionnel. Il a souri faiblement. L'argent efface l'histoire. Les gens ne se souviennent que de la fortune, pas de l'homme qui l'a gagnée. Quand il s'est finalement tourné vers David, la chaleur a disparu de sa voix. Mon fils, a-t-il dit d'un ton égal, a tout reçu, éducation, confort, protection. Mais parfois, l'abondance engendre l'aveuglement. David s'est hérissé. Papa. Arthur a levé la main, le faisant taire. Tu as passé des années à apprendre comment m'impressionner, David. Mais elle, il a hoché la tête vers moi, elle m'a rappelé ce qui mérite d'être admiré. Les mots sont restés en suspens, comme un jugement et une bénédiction à la fois. Les yeux de David se sont tournés vers moi. L'humiliation a traversé son visage. Il a regardé son père. Tu veux dire? Arthur n'a pas répondu.
Il a simplement levé son verre de vin et a dit, à la bonté, le dernier véritable luxe qui reste en ce monde. Il a bu une gorgée. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. Arthur a posé des questions sur les livres, la philosophie, et si je pensais que la bonté pouvait être enseignée. J'ai répondu honnêtement, bien que ma voix tremble parfois. David est resté principalement silencieux. Sa confiance habituelle avait disparu. Il ressemblait à un homme regardant son propre reflet se fissurer. Quand le dessert a été servi, une délicate tranche de tarte au citron, Arthur a tendu la main, a dénoué l'écharpe de son cou et l'a pliée soigneusement sur la table à côté de moi. « Ceci vous appartient, a-t-il dit. Mais j'espère que vous me permettrez de garder la leçon. » Je n'ai pas fait confiance à ma voix, alors j'ai juste souri. Il s'est penché plus près, sa voix s'abaissant. « Savez-vous combien de personnes sont passées devant moi aujourd'hui ? » J'ai secoué la tête. 27, a-t-il dit. Des hommes en costume, des femmes en perles. Chacun d'eux m'a vu et chacun d'eux a choisi de ne pas le faire. Mais vous, vous ne m'avez pas seulement vu. Vous vous êtes arrêté. Et ça, a-t-il dit en tapotant doucement la table, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Quand le dîner s'est terminé, Arthur s'est levé et a posé une main légère sur mon épaule. Merci pour le repas, ai-je dit, encore étourdi. Non, a-t-il dit doucement. Merci pour le rappel. Il a regardé David. Mon fils, raccompagne mademoiselle Dubois. Ce n'était pas une suggestion. David a obéi, silencieux, alors que nous entrions dans le couloir. Son visage était illisible. L'air entre nous était lourd de quelque chose. Humiliation, regret, fierté, tout était enchevêtré. Quand les portes d'entrée se sont refermées derrière nous, il a finalement parlé. Je ne comprends pas, a-t-il dit doucement. Il n'a jamais parlé à personne comme ça, même pas à moi. Peut-être que tu ne lui en as jamais donné la raison, ai-je dit, regrettant instantanément mes paroles. Mais David ne s'est pas fâché. Il avait juste l'air perdu. Je voulais qu'il t'apprécie. Je voulais que ce soir soit parfait. J'ai expiré. Ça l'a été, David. Juste pas le genre de perfection que tu avais prévu. Il a baissé les yeux sur l'écharpe dans mes mains, celle que son père venait de me rendre, et a secoué la tête lentement. Je suppose que c'est moi qui ai été testé, a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Alors que nous marchions vers la voiture qui attendait, le manoir derrière nous brillant d'or dans la nuit, j'ai réalisé la vérité qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. La compassion coûte toujours quelque chose. Votre temps, votre fierté, vos certitudes. Mais elle n'est jamais vaine. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. David m'a déposé à mon appartement sans un mot. Le silence dans la voiture avait été suffocant, le genre de silence qui crie plus fort que n'importe quelle dispute. En entrant, j'ai suspendu l'écharpe avec soin sur le dossier de ma chaise, sentant encore faiblement le cèdre et l'eau de Cologne. Mon esprit rejouait chaque instant, le regard sur le visage d'Arthur Lefebvre, la chaleur dans ses yeux quand il parlait de bonté, la fierté et l'humiliation qui se disputaient sur celui de David. J'aurais dû me sentir triomphante, mais je ne ressentais qu'un malaise. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Le lendemain matin, le monde semblait le même. La lumière du soleil, la circulation, le bourdonnement de la vie. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai fait du café, me suis assise près de la fenêtre et je me suis surprise à regarder à nouveau l'écharpe. Une semaine auparavant, ce n'était qu'un luxe. Maintenant, cela ressemblait à une médaille. Mon téléphone a vibré. C'était David. Mon père veut te revoir. Seul. Juste comme ça, mon estomac s'est noué. À midi, je me tenais de nouveau devant les hautes grilles en fer du château Lefebvre. Le majordome m'a reconnu immédiatement. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit avec un léger hochement de tête. Monsieur Lefebvre vous attend. Le chemin menant au manoir semblait moins intimidant cette fois, peut-être parce que je ne venais pas pour impressionner qui que ce soit. Arthur attendait dans son bureau. La pièce était remplie de vieux livres et de la faible odeur de tabac, la lumière du soleil filtrant à travers de lourds rideaux. Il n'était pas habillé comme un milliardaire aujourd'hui. Pas de costume sur mesure, pas de boutons de manchette en or, juste un cardigan, un pantalon et la même autorité tranquille qui n'avait besoin d'aucun ornement. Quand je suis entré,
Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit en souriant. J'espère ne pas vous avoir surprise avec cette invitation. Pas du tout, ai-je menti. Il m'a étudié un instant, comme s'il essayait de voir quelque chose sous la surface. Vous me rappelez quelqu'un, a-t-il dit enfin. Ma défunte épouse. Elle avait l'habitude de dire, Arthur, la bonté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Je n'ai jamais vraiment écouté. Puis je vous ai vu donner cette écharpe et j'ai de nouveau entendu sa voix. J'ai souri faiblement. Elle semble être une femme remarquable. Elle l'était, a-t-il dit doucement. Elle croyait que la richesse sans empathie n'est que de la vanité déguisée en chiffres. J'ai été riche en vanité pendant trop longtemps. Il a versé 2 tasses de café, faisant glisser l'une vers moi. J'imagine que David n'était pas ravi après hier soir. Il a dit qu'il était confus, ai-je répondu prudemment. Et blessé, je pense. Arthur a hoché la tête. Bien. Peut-être que la confusion le fera réfléchir. Il a vécu sa vie en essayant de passer mes tests sans jamais demander ce que je testais vraiment. Il s'est penché en avant. Vous avez réussi parce que vous ne saviez pas qu'il y avait un test. C'est tout l'intérêt. Les mots se sont installés entre nous. Pendant un long moment, le seul son était le tic-tac silencieux d'une horloge en laiton. Puis le ton d'Arthur a changé, plus doux. Maintenant, dites-moi quelque chose, Chloé. Pourquoi avez-vous rejoint les troupes de marine? La question m'a prise au dépourvu. Mon grand-père, ai-je dit après une pause. Il a servi en Algérie. Il disait que l'armée lui avait donné la discipline et une direction, et que le service ne se résume pas aux médailles, mais au sens. Arthur a souri faiblement. Votre grand-père avait raison. J'ai hésité. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi je suis resté après mon premier contrat. Mon père pensait que je gaspillais mon potentiel. Mais le corps m'a appris quelque chose que la défense n'aurait jamais pu. Comment voir les gens? Comment diriger avec le sens du devoir, pas avec l'ego? Arthur a hoché la tête avec approbation. C'est précisément ce qui manque à notre monde. Nous confondons le leadership avec la domination, la compassion avec la faiblesse. Vous comprenez la différence. Il s'est levé, marchant lentement vers la fenêtre. Savez-vous comment j'ai bâti cet empire? Je n'ai pas répondu. En apprenant à lire les gens, a-t-il dit. Et la chose tragique à propos du pouvoir, c'est que plus vous montez haut, moins vous rencontrez de vraies personnes. Tout le monde porte des masques. Il s'est tourné, ses yeux se fixant sur les miens. C'est pourquoi j'en ai mis un moi-même. Je voulais voir qui s'arrêterait encore pour regarder. Un frisson m'a parcouru l'échine. Vous voulez dire que vous avez déjà fait ça avant? Il a hoché la tête. De nombreuses fois. Dans des villes, des petits villages, des gares. Parfois, je me déguise en agent d'entretien, parfois en mendiant. J'ai rencontré des héritiers, des politiciens, des PDG et des soldats. La plupart échouent. Ils m'enjambent ou, pire, prétendent que je n'existe pas. Il a pris une profonde inspiration. Vous ne l'avez pas fait. Je ne savais pas quoi dire. L'idée que cet homme, ce titan, passait ses journées à errer dans le monde en prétendant être invisible me semblait surréaliste. Et pourtant, cela avait un sens étrange. N'en avez-vous jamais assez de tester les gens? Ai-je demandé doucement. Il a gloussé. Chaque jour. Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est ainsi que je reste honnête. Il s'est retourné vers moi. Je vous offre quelque chose, mademoiselle Dubois. Un poste dans ma fondation. Elle se concentre sur le logement des vétérans et les programmes de transition. Vous auriez une autonomie totale, des financements, des ressources. Tout. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sérieux? Il a souri. Très sérieux. Vous êtes le genre de personne pour qui je l'ai bâti. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce que signifie le service, non pas comme un mot, mais comme une vie. Ma gorge s'est serrée. Monsieur Lefebvre, je ne sais pas quoi dire. Dites oui, a-t-il dit gentiment. J'ai hésité une seconde avant de hocher la tête. Oui. Il a tendu la main. Alors c'est réglé. Quand je suis parti cet après-midi-là, je portais quelque chose de plus lourd qu'une opportunité. Je portais la compréhension. Arthur ne testait pas seulement les autres.
Il était en guerre avec son propre héritage, essayant de trouver un sens dans un monde qui avait confondu le pouvoir avec la finalité. Et quelque part sur cet étrange champ de bataille doré, nos chemins s'étaient croisés. Dehors, le vent d'automne était vif, mais je ne sentais pas le froid. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vu. Non pas pour mon uniforme, mes origines ou mon nom de famille, mais pour quelque chose de plus silencieux, mon caractère. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon père avait jamais vu ce que j'avais fait. S'il avait entendu les mots d'Arthur, croirait-il toujours que la compassion était une perte de temps? J'en doutais, mais peut-être, juste peut-être, commencerait-il à comprendre. 3 semaines se sont écoulées avant que je ne revoie Arthur Lefebvre. Pendant ce temps, mon monde a changé de manière silencieuse et extraordinaire. J'ai commencé mon nouveau rôle à la Fondation Lefebvre, mettant en place des centres d'accueil pour vétérans dans 3 départements. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que mon service ne s'était pas terminé en quittant les troupes de marine. Il avait simplement changé d'uniforme. Mais le changement avait un prix. David était distant. Il avait cessé de poser des questions sur mon travail, et quand il le faisait, les questions étaient empreintes d'insécurité. Alors maintenant, toi et mon père êtes partenaires, disait-il avec un sourire forcé. Ou pire, je suppose que tu as enfin trouvé un moyen de l'impressionner. Je voulais le rassurer, dire que ce n'était pas une compétition, mais la vérité était que le respect d'Arthur était différent. Il était mérité, non hérité. Un soir, une enveloppe gaufrée est arrivée à mon appartement. À l'intérieur se trouvait une invitation. Dîner, samedi, 19h. Tenue de soirée. Je pensais que c'était juste un simple remerciement. J'avais tort. Ce soir-là, le manoir brillait sous des guirlandes de lumières ambrées. L'allée était bordée de voitures de luxe. Quand le majordome a ouvert la porte, le son d'un jazz doux et de rires polis s'est répandu dans la nuit. David était déjà là, de nouveau nerveux, tirant sur ses boutons de manchette. Il m'a offert un sourire rapide et rigide. « Tu es magnifique », a-t-il dit. « Tu as l'air de préférer être n'importe où ailleurs », ai-je répondu doucement. Il n'a pas discuté. Arthur nous a accueillis à l'entrée de la grande salle à manger. Mais cette fois, il n'était pas seul. 4 autres hommes et 2 femmes étaient assis autour de la longue table en acajou, des cadres, des membres du conseil d'administration. Le genre de personnes qui traitaient les poignées de main comme des coups aux échecs. « Ah, mademoiselle Dubois », dit Arthur chaleureusement. La femme de la soirée. « Veuillez vous asseoir à côté de moi. » David hésita, clairement mal à l'aise, alors que je prenais la place à la droite d'Arthur, la place qui lui appartenait autrefois. Le dîner a commencé par une conversation discrète. Le vin a été versé, les couverts ont tinté. Le sujet a commencé poliment, tendance du marché, philanthropie, réforme du logement, jusqu'à ce qu'Arthur l'oriente vers quelque chose de plus profond. « Dites-moi », dit-il, son regard balayant la table. « Quelle est la mesure de la valeur d'une personne ?» Un des cadres a gloussé. « Leurs accomplissements, bien sûr. »« Les résultats. »« L'héritage », a ajouté un autre. Les lèvres d'Arthur se sont contractées. Réponse intéressante. Puis il s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Dubois. » Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette et j'ai pris une profonde inspiration. « Je pense que c'est qui vous êtes quand personne ne regarde, » ai-je dit. « Comment vous traitez les gens qui ne peuvent rien vous apporter en retour ?» La pièce est devenue silencieuse. Arthur a souri, un sourire lent, fier, presque paternel. « Exactement, » a-t-il dit. « Le monde confond le succès avec la vertu. Mais la vertu, mademoiselle Dubois, est silencieuse. Elle ne demande pas d'applaudissements. » David a baissé les yeux, son visage se crispant. Un des membres du conseil a ri doucement. « Eh bien, tout le monde ne peut pas se permettre d'être vertueux, monsieur. La bonté ne rapporte pas de dividendes. » Le sourire d'Arthur s'est effacé. « Non, dit-il calmement. Mais la cupidité non plus, à long terme. J'ai bâti ma fortune en regardant de bons hommes se détruire en courant après les applaudissements. Cette jeune femme m'a rappelé que l'humilité construit ce que l'ambition ruine. » L'homme avait l'air penaud. J'étais assise, figée, ne sachant que faire du mélange d'admiration et de malaise qui tourbillonnait en moi. Au milieu du dîner, la conversation s'est tournée vers la fondation. Arthur m'a présenté officiellement. « Voici, dit-il en me désignant,
la nouvelle directrice des programmes pour les vétérans. Elle va étendre nos programmes à l'échelle nationale. Un murmure a parcouru la table. Surprise, respect, voire envie. La mâchoire de David s'est tendue. Attends, dit-il doucement. Tu ne me l'avais pas dit. Arthur le regarda froidement. Tu n'as pas demandé. Les mots ont frappé David plus fort que n'importe quel cri. Il a tenté de se ressaisir avec un rire, mais il est sorti creux. Alors c'est pour ça que tu nous as tous invités ici ce soir, pour annoncer un partenariat. Arthur secoua la tête. Non, David. Je vous ai invité pour écouter. Il se leva de sa chaise, grand et imposant, son verre de vin captant la lumière. Pendant des années, commença-t-il, j'ai bâti cet empire en croyant que l'intellect et la précision étaient tout ce qui comptait. J'ai appris à mes fils que la bonté était une faiblesse, que l'empathie appartenait aux impuissants. Mais le pouvoir sans empathie est une pourriture. Il regarda autour de la table, puis vers moi. Il y a 3 semaines, assis sur un banc de parc dans un manteau usé, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce à quoi ressemble l'honneur. Elle a donné le peu qu'elle avait à un étranger. Cet unique acte a changé tout ce que je croyais savoir. Puis son regard s'est posé sur David. Mon fils a toujours voulu mon approbation. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'approbation ne s'hérite pas. Elle doit se mériter. Le visage de David est devenu blanc. Papa, s'il te plaît. Arthur a continué, la voix ferme mais pas cruelle. Tu voulais un test, David. Le voici. Elle a réussi parce qu'elle a agi avec son cœur. Tu as échoué parce que tu as agi avec peur. L'air était électrique. Les invités étaient assis dans un silence stupéfait, faisant semblant de siroter leur vin mais respirant à peine. Finalement, Arthur a posé son verre. J'ai bâti cette maison sur l'acier et l'orgueil. Ce soir, je la reconstruis sur quelque chose de mieux, la décence. Il s'est tourné vers moi, les yeux à nouveau chaleureux. Chloé, vous m'avez rappelé que la richesse ne signifie rien si elle ne sert à rien. Vous avez gagné ma confiance, et j'ai l'intention de l'honorer. Il a levé son verre une fois de plus. À l'intégrité. Un cœur hésitant a fait écho, à l'intégrité. Le dîner s'est terminé tranquillement après cela. Les invités se sont excusés. Le majordome a débarrassé les assiettes, et bientôt, seuls nous 3 sommes restés. David avait l'air anéanti. Son père ne l'avait pas seulement éclipsé, il l'avait exposé. Arthur a posé une main sur mon épaule. Mademoiselle Dubois, merci pour votre honnêteté ce soir. Je sais que ce n'était pas facile. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas le cas, ai-je dit doucement, mais c'était juste. Il a souri. La chose juste l'est rarement. Puis il s'est tourné vers son fils. David, apprends d'elle. Elle a montré plus de courage en 3 semaines que la plupart des hommes en toute une vie. David ne pouvait pas croiser son regard. Il a juste murmuré, oui, monsieur. Le ton d'Arthur s'est adouci. Ne m'appelle pas monsieur. Appelle-moi père, et agis comme tel. Il a quitté la pièce. Pendant un long moment, David et moi sommes restés assis en silence. Quand il a finalement parlé, sa voix était faible. Il m'a humilié. Non, ai-je dit doucement. Il t'a donné une chance de le voir. Et qu'a-t-il vu en toi? Quelqu'un qui n'avait pas peur d'échouer au mauvais test? Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête lentement, fixant son verre de vin intact. J'ai voulu tendre la main vers la sienne, mais je ne l'ai pas fait. Certaines leçons doivent brûler avant de guérir. Le trajet du retour cette nuit-là a été silencieux, mais pas du genre confortable. David serrait le volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait entier. Les phares fendaient la route de campagne sombre, et aucun de nous n'a dit un mot pendant des kilomètres. Finalement, il a parlé. Alors voilà, dit-il amèrement. Mon père pense que tu es une sainte et moi, quoi, un raté? J'ai soupiré. David, ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il voulait dire. Il a ri une fois, le son sec et cassant. Tu réalises ce qu'était ce soir, n'est-ce pas? C'était sa façon de me dire que je ne serais jamais à sa hauteur. Que la fille des troupes de marine qu'il méprisait il y a 3 semaines a plus d'intégrité que son propre fils. Ce n'est pas juste, ai-je dit doucement. Il n'essaie pas de te remplacer. David s'est tourné pour me regarder, les yeux vides. Vraiment?
Quand nous sommes revenus à mon appartement, il s'est garé mais n'est pas sorti. Je ne peux pas faire ça maintenant, a-t-il dit. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. J'ai hoché la tête. Prends ce dont tu as besoin. Il est parti sans un autre mot, et j'ai regardé les feux arrière disparaître dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose se briser. Pas mon cœur, mais l'illusion que l'amour seul pouvait réparer quelqu'un. Le lendemain matin, je suis allé tôt à la fondation. Les bureaux étaient calmes, la lumière du soleil inondant les rangées de bureaux. Sur le mien se trouvait une petite boîte nouée d'un ruban rouge. À l'intérieur, une note, à Chloé, pour avoir prouvé que l'honneur n'est pas une relique. À elle en dessous se trouvait un médaillon de bronze gravé de 2 mots, toujours fidèle. J'ai passé mon pouce sur la gravure et, un instant, j'ai revu l'homme du banc du parc, frissonnant, souriant, testant le monde. C'est là que j'ai compris que ce qu'Arthur avait fait n'était pas un test de richesse ou de classe. C'était un miroir. Il voulait voir qui reconnaissait encore l'humanité quand elle n'était pas vêtue de soie. Au cours des semaines suivantes, je me suis jeté dans le travail. Nous avons ouvert 2 nouveaux sites de logement pour vétérans, et j'ai vu des hommes et des femmes autrefois oubliés retrouver un foyer. C'était épuisant et magnifique. Parfois, Arthur venait à l'improviste. Il n'interférait jamais. Il se promenait, posait quelques questions réfléchies et laissait derrière lui un encouragement silencieux. « Vous me rappelez que la décence est contagieuse », a-t-il dit une fois avant de partir. Mais David restait distant. Les appels sont devenus courts. Les SMS sont restés sans réponse. J'envoyais des nouvelles, des invitations, de petites branches d'olivier, mais rien ne comblait le silence. Jusqu'à un soir, 2 mois plus tard, où j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois. La voix était faible, plus âgée. Oui. C'est Guillaume Dubois, votre père. Cela faisait presque 1 an que nous ne nous étions pas parlé. Il s'est éclairci la gorge. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. Le dîner, le milliardaire, l'histoire de l'écharpe. J'ai souri faiblement. Les nouvelles voyagent vite. Il a ri maladroitement. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que ta fille impressionne l'un des hommes les plus riches de France. Il y a eu une pause, puis son ton s'est adouci. Chloé, je pense que je te dois des excuses. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Pour avoir eu tort, dit-il simplement. Sur les gens, sur le service, sur toi. Il a soupiré lourdement. Quand tu as rejoint les troupes de marine, je pensais que tu fuyais la réussite. Il s'avère que tu courais vers elle. Je n'avais juste pas reconnu de quel genre il s'agissait. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Papa, tu n'as pas à. Si, je dois, a-t-il interrompu. Tu te souviens de ce que je disais sur les vétérans de la rue? Ne perds pas ton temps avec eux, ai-je dit doucement. Ouais, a-t-il marmonné. Il s'avère que c'est moi qui perdais mon temps. Ça m'a brisé. J'ai couvert ma bouche, les larmes coulant avant que je ne puisse les arrêter. Il s'est de nouveau éclairci la gorge, embarrassé par l'émotion. Bref, ta mère et moi aimerions beaucoup te voir. Peut-être dimanche prochain pour le dîner? J'ai souri à travers mes larmes. J'adorerais. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise un moment, laissant le calme m'envelopper comme l'écharpe avait enveloppé Arthur ce premier jour. La vie, réalisais-je, était étrange ainsi. Les leçons que nous ignorons de nos parents nous reviennent parfois pour que nous puissions les leur enseigner à notre tour. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre. Celle-ci était manuscrite d'une écriture soignée et délibérée. Chloé, le dîner ne concernait pas le pouvoir. Il concernait la rédemption. J'ai construit des murs pour protéger ce que je pensais important, mais les murs ne font qu'empêcher la vérité d'entrer. Vous m'avez aidé à le voir. Merci de m'avoir rappelé que le leadership commence par l'humilité. J'espère que vous reviendrez bientôt. Il y a une place à la table qui vous appartient, toujours. Arthur. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée à côté du médaillon. Ce week-end-là, j'ai rendu visite à mes parents. La maison sentait le pot-au-feu et la nostalgie. Ma mère m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Mon père était plus calme. Il se tenait là, les mains dans les poches, les yeux humides. Quand nous nous sommes assis pour dîner, il a levé son verre maladroitement. À Chloé, a-t-il dit, pour avoir appris à un vieil homme que la compassion n'est pas une faiblesse.
J'ai levé le mien. Aux secondes chances. Pour la première fois depuis des années, nous avons mangé sans dispute, sans jugement, juste en paix. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai vu un homme près de la bretelle de sortie, tenant un panneau en carton qui disait « Vétéran ». Fin. S'il vous plaît, aidez. La circulation était lente. Le feu était rouge. J'ai attrapé le sandwich que j'avais préparé plus tôt sur le siège passager et j'ai baissé la vitre. Tenez, ai-je dit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour vous. L'homme a souri, fatigué et reconnaissant. Merci, madame, a-t-il dit doucement. Puis il a levé les yeux, qui ont capté la lumière du lampadaire, bleu et stable comme ceux d'Arthur. Et je pouvais presque entendre à nouveau sa voix. La bonté est le dernier véritable luxe. Cette nuit-là, j'ai écrit une note dans mon journal, une seule phrase. Le monde change, un petit acte à la fois. Ce n'était pas une leçon que mon père m'avait enseignée. C'était une que j'avais apprise par moi-même, et d'une certaine manière, cela la rendait d'autant plus précieuse. 6 mois plus tard, le monde semblait plus doux. Pas plus facile, juste plus honnête. La Fondation Lefebvre avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Des vétérans qui dormaient autrefois dans leur voiture avaient maintenant des emplois, des appartements et des secondes chances. Chaque fois que je voyais l'un d'eux sourire, je pensais à ce banc de parc, le début de tout. Arthur gardait souvent le contact, parfois par lettres, parfois en se présentant à l'improviste dans les centres d'accueil, parlant tranquillement avec les hommes et les femmes que nous aidions. Il n'aimait pas être remercié. Il disait que la gratitude se montrait mieux qu'elle ne se disait. Et David, eh bien, il a changé aussi, lentement. Il est venu à la fondation un après-midi sans prévenir, se tenant maladroitement dans le hall comme un homme essayant de trouver sa place dans un monde dont il s'était autrefois moqué. « Je voulais voir ce que tu as construit », a-t-il dit. « Ce que nous avons construit », ai-je corrigé doucement. Il a souri, un sourire hésitant mais réel. « Tu avais raison », a-t-il admis. Mon père n'essayait pas de m'humilier. Il essayait de me réveiller. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures. Pas d'accusation, pas d'ego, juste la vérité. Et quelque part dans cette honnêteté, nous avons trouvé le début de quelque chose de nouveau. Pas le genre d'amour bâti sur la peur ou l'approbation, mais sur le respect. Le printemps est arrivé comme un pardon. Lorsque les invitations pour notre mariage ont été envoyées, c'était de simples cartons ivoire, encre marine, avec une seule devise en relief en bas, toujours fidèle. Nous n'avons pas choisi une salle de bal ou un country club. Nous avons choisi le jardin de mes parents, sous un dé d'érable. Mon père a construit l'arche lui-même. Ma mère a pleuré quand elle l'a vu terminer. Le matin de la cérémonie, le ciel avait la couleur d'une promesse. Mon père m'a rejointe au bord du jardin, vêtu de son vieux costume bleu marine, l'air à la fois fier et nerveux. « Tu es sûr de toi ?» a-t-il demandé doucement. J'ai souri. Plus sûr que jamais. Il a hoché la tête, la voix étranglée. Tu sais, je pensais que la force signifiait se tenir au-dessus de tout le monde. Il s'avère que cela signifie se tenir avec eux. J'ai pris sa main. C'est tout ce que j'ai toujours voulu que tu vois. Les invités ont rempli les chaises, des vétérans, des collègues, des amis. Et à l'avant, debout à côté de David, se trouvait Arthur Lefebvre. Fini le milliardaire imposant dans son château. Il portait un simple costume gris. Autour de ses épaules, drapé avec soin comme une médaille d'honneur, se trouvait mon écharpe en cachemire. Lorsque nos regards se sont croisés, il a souri, un sourire calme et entendu qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Alors que la musique commençait, mon père a murmuré, il la porte à nouveau. Je sais, ai-je dit, la gorge serrée. Il comprend ce que cela signifie. La cérémonie était simple, sincère, sans prétention. Quand le maire a lu les vœux, le vent a porté ces mots à travers le jardin comme une bénédiction. Moi, Chloé Dubois, je te prends, David Lefebvre. J'ai jeté un coup d'œil à Arthur et je l'ai vu regarder, les yeux brillants, la fierté et la paix écrites sur son visage. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de nous. C'était à propos de tous. Mon père qui a appris que la compassion n'est pas une faiblesse. David qui a appris l'humilité. Et Arthur qui a redécouvert sa foi en l'humanité. Quand ce fut au tour d'Arthur de porter un toast, il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, l'écharpe toujours autour de ses épaules. J'ai passé ma vie à construire des murs,
commença-t-il, la voix stable et basse. Des murs faits de marbre, d'orgueil et de peur. Et puis une jeune femme est arrivée et m'a rappelé que les murs les plus solides ne sont pas construits pour tenir les autres à l'écart, mais pour retenir l'amour à l'intérieur. Il m'a regardé. Chloé, vous m'avez donné la seule chose que je pensais que l'argent ne pouvait pas acheter, une seconde chance d'être un homme bon. Il a levé son verre. À l'honneur, à la bonté, et à toujours être fidèle aux valeurs qui nous survivent. Les invités ont fait l'écho doucement, à l'honneur, à la bonté. Après le dîner, il a demandé à parler à mon père en privé. Je les ai observés de l'autre côté du jardin, deux hommes qui s'étaient autrefois trouvés aux extrémités opposées de toute mesure de succès, se serrant maintenant la main sous une guirlande de lumière de jardin. Quand ils sont revenus, mon père semblait plus léger de plusieurs années. Il n'est pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il admis. Personne ne l'est jamais, ai-je dit. Plus tard dans la nuit, alors que les invités commençaient à partir, je suis resté seul un instant sous les arbres. Des lucioles clignotaient au loin. J'ai pensé à l'homme que j'avais rencontré sur ce banc de parc, ce jour froid qui avait commencé tout ce voyage. J'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu passer mon chemin, à quel point j'étais passé près de vivre une vie plus petite parce que j'avais peur de m'arrêter. Arthur m'a rejoint tranquillement, les mains jointes derrière le dos. Vous savez, a-t-il dit, je fais encore ces promenades parfois. Je m'assois sur ce même banc, juste pour voir si les gens s'arrêtent. J'ai souri. Et ils le font? Il a gloussé doucement. Parfois. Pas assez souvent. Peut-être qu'un jour, ai-je dit, ils apprendront tous. Il a hoché la tête. Peut-être. Mais le changement commence une personne à la fois. Vous me l'avez rappelé. Avant de partir, il a placé quelque chose dans ma main, le médaillon de bronze qu'il m'avait donné des mois plus tôt. Gardez-le précieusement, a-t-il dit. Pas comme un souvenir, mais comme un rappel. L'honneur n'est pas ce que les autres voient en vous. C'est ce que vous faites quand personne ne regarde. J'ai baissé les yeux sur le médaillon, les mots brillant à la lueur des bougies. Toujours fidèle. Quand j'ai relevé les yeux, il s'éloignait déjà, l'écharpe flottant doucement derrière lui. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, David et moi nous sommes assis sous l'arche que mon père avait construite. L'air sentait le lilas et la pluie. Il a pris ma main. Tu sais, a-t-il dit doucement, je pensais que tu avais gâché ce premier dîner. J'ai ri. Je l'ai fait. Il a souri. Non, tu l'as sauvé. Tu nous as sauvés. Nous sommes restés assis en silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Le genre qui parle de paix. Et quelque part au loin, une sirène de train a retenti, le même son que j'avais entendu ce jour fatidique où j'étais descendu du quai et avais vu un étranger sur un banc. Sauf que maintenant, je savais que ce n'était pas le hasard. C'était le destin. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, j'espère que cette histoire vous rappelle quelque chose de simple. Que chaque petit acte de décence compte. Que nous sommes tous le test de quelqu'un sans le savoir. Et que la véritable mesure d'une vie n'est pas la richesse, le rang ou la perfection. C'est la compassion. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un oublié par le monde, un vétéran, un voisin, un étranger sur un banc, arrêtez-vous. Souriez. Offrez ce que vous pouvez. Vous ne savez jamais quel genre d'histoire pourrait commencer là.